12 000 habitations surgissent dans le Sahel sans communiqué officiel, comme une équation impossible écrite dans la poussière. Alors que les radars internationaux restent silencieux, les bulldozers tracent des avenues neuves et déplacent l'idée même de ce qu'un pays jugé fragile peut accomplir. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'or du Burkina Faso alimente des fondations plutôt que des comptes lointains, renversant une logique que l'on croyait immuable. Si une ville peut naître ainsi, presque en secret, que signifie réellement cette reconstruction pour un peuple que l'on disait condamné à l'assistance? Ce récit propose de comprendre comment une décision politique, menée sans prêt étranger ni supervision internationale, a pu transformer une crise de déplacement massif en chantier de cohésion nationale. La promesse est simple. Montrer en 10 phrases disciplinées, comment un projet né dans la pénurie redéfinit la capacité d'un État à agir. Mais derrière cette ligne directe se cachent des enjeux plus lourds. La souveraineté budgétaire, la valeur réelle des ressources nationales, la fracture entre dépendance imposée et autonomie assumée. Danchouïla, la ville de la Renaissance, n'est pas seulement un assemblage de briques. C'est un test grandeur nature de ce que vaut un pays lorsqu'il décide d'utiliser ses propres mains plutôt que ses partenaires habituels. Matkak, l'ampleur du projet impose une question que personne n'ose formuler clairement. Si une administration relativement jeune peut bâtir ainsi, que deviendra l'équilibre régional lorsque les voisins tenteront d'en faire autant? Temodlak a encore plus décisif surgi. Le silence international, volontaire ou non, révèle peut-être que cette expérience dérange plus qu'elle n'inspire. À partir d'ici, chaque donnée, chaque étape, chaque choix devient une pièce du puzzle. 6 mois seulement après la décision initiale, des images aériennes révèlent l'improbable. Une cité entière, déjà esquissée, s'étire dans la poussière du Nord avec plus de 12 000 logements tracés. Cette apparition soudaine, presque irréelle, marque le premier retournement majeur du récit. Ce qui semblait un pari politique devient une structure matérielle que même les sceptiques doivent désormais reconnaître. Kungluk, la ville de la Renaissance, naît d'un contexte profondément instable. Avant cette métamorphose, le Burkina Faso faisait face à une crise de déplacement interne parmi les plus graves du continent, avec 2 millions de personnes contraintes d'abandonner leur village, piégées entre violence, sécheresse et routes rendues impraticables. Ouagadougou et Kaya suffoquaient. Les abords des villes se couvraient de campements de fortune, faits de bâches trouées et de silence résigné. Les ONG y voyaient une urgence humanitaire. Ibrahim Traoré y lisait surtout le symptôme d'un système ayant perdu foi en sa propre capacité d'action. Today, un glissement décisif s'opère. Le pouvoir ne se demande plus comment gérer l'exode, mais comment inverser la dynamique. Dans une réunion de cabinet, un geste simple devient déclencheur. La main du chef d'État se pose sur une carte montrant des terres autrefois contrôlées par des groupes armés. « Si nous pouvons les reprendre aux hommes en armes, pourquoi pas pour notre peuple ?» Cette phrase, anodine en apparence, ouvre la porte à un chantier entièrement burkinabé. Ingénieurs, soldats et civils alignent leurs compétences, sans contrats extérieurs, sans consultants, sans logo importé. Les briques y sont moulées sur place. L'or du pays finance non pas des bilans abstraits, mais des toits solides. Douagoknin, on comprend que cette ville ne vise pas seulement à loger. Elle ambitionne de fabriquer une mémoire collective, de recoudre un territoire fracturé, d'offrir un centre de gravité à ceux que les crises avaient dispersés. Ainsi se construit l'arrière-plan du projet. Un pays au bord du gouffre, décidé à rebâtir, non par miracle, mais par méthode. Kungluk que les premières rues se dessinent, 2 figures anonymes deviennent les guides silencieux de cette transformation. Le premier est un ancien agriculteur, déplacé après la destruction de son village. Sur le chantier, il apprend à manier la truelle comme s'il rattrapait une vie interrompue. Son geste, précis et ferme, traduit une bascule intime. Il n'est plus spectateur de la crise, mais acteur d'un espace en reconstruction. La seconde est une jeune veuve,
longtemps cantonnée au fil d'attente pour l'eau ou l'aide alimentaire. Sur place, elle transporte les briques qu'elle a elle-même moulées, trouvant dans ce travail non pas une survie, mais une direction. C'est dans ces gestes minuscules que la ville de la Renaissance produit son premier impact. Elle transforme les déplacés en reconstructeurs et les victimes en détenteurs d'un rôle. Temotlatka Tchotei, l'ampleur du basculement. Un orphelin, devenu conducteur de bulldozer, raconte que la machine lui offre pour la première fois un métier identifiable. La dignité, ici, n'est pas une abstraction. Elle se matérialise dans la poussière, dans la chaleur, dans la répétition quotidienne des tâches. Matkak, cette dynamique crée un effet en chaîne. La cohésion naît avant même l'achèvement des murs, car chacun voit l'utilité directe de son travail. Les quartiers prennent forme comme des cellules vivantes, écoles, puis place centrale, dessinant un cadre où les anciens réfugiés deviennent citoyens. Et la So What Line s'impose alors, nette, brève. Construire change plus que les murs. Le déclencheur survient au début de la saison des pluies. Les unités du génie militaire reçoivent l'ordre formel de se mobiliser. Les bulldozers, jusqu'ici cantonnés aux tâches de défrichement, avançant soudain vers d'anciennes bases terroristes, escortés par des soldats armés non de fusils, mais de plans. C'est la première rupture. Le territoire arraché au groupe gommé armé devient matière brute pour une ville. La logique de sécurité glisse vers une logique d'édification. Kétiep, les premières sortes fondations sont posées, nettes, rapides, précises. En moins de 6 mois, le terrain jusque-là impraticable se transforme en chantier d'État. Nivelé, quadrillé, méthodique. Cette vitesse, rarement observée au Sahel, surprend même les équipes locales. Sang-sang, les ingénieurs tracent les conduites d'irrigation, pendant que les civils installent les structures scolaires. Les convois défilent chaque jour. Ciment, briques, métal recyclé, panneaux solaires. Pas de sous-traitants étrangers. Pas d'audit paralysant, pas de retard justifié par des contraintes administratives. La logistique c'était militaire, et cette organisation serrée devient la signature du projet. Les ouvriers, vêtus d'uniformes mixtes, incarnent l'alliance entre l'armée et le peuple. Une symbolique forte, visible sur chaque cliché. Doigoknin, le pivot survient lorsque les drones filment le chantier. Les images deviennent virales. Les réseaux sociaux burkinabés s'embrasent. La diaspora relaie, traduit, sous-titres. Les dons affluent. Les volontaires arrivent du sud, d'Abidjan, de Ouaga, de la capitale. Cette dynamique renverse l'équation classique de l'aide. Ce ne sont pas les organisations internationales qui appuient un État, mais un État qui inspire sa population au point de déclencher une mobilisation spontanée. Ibrahim Traoré, dans cette phase, n'apparaît presque jamais en public. Son rôle se lit dans le rythme du chantier plus que dans les discours. Today, l'aftershock se manifeste. Les camps de déplacés se vident progressivement. Les habitants ne veulent plus observer. Ils veulent se faire participer. Un mouvement d'auto-affectation commence. D'anciens mineurs deviennent maçons. Des jeunes sans formation se convertissent en charpentiers. Des femmes organisent des circuits de briques. Des adolescents apprennent la conduite des machines lourdes. Chaque geste élargit le champ des possibilités. Chaque décision locale redéfinit un métier. Matka, la première grande récompense symbolique, surgit lorsque l'école d'entrée ouvre ses portes. Simple, modeste, construite en briques rouges, elle devient pourtant l'image la plus partagée du projet. Un vieil homme déclare « Je ne sais pas si mon fils verra la paix. Mais mon petit-fils naîtra ici. » Cette phrase, reprise partout, agit comme un sceau émotionnel. Le chantier n'est pas seulement matériel, il porte une projection transgénérationnelle. Kétiep, la zone est officiellement renommée Cité d'Espérance. C'est là que l'impact politique devient évident. Le Burkina Faso n'est plus uniquement en train de se loger. Il se réinvente. L'État prouve qu'il peut bâtir seul, vite, proprement. Durablement. Les sceptiques, même prudents, admettent que quelque chose a changé dans le rapport entre administration et population. Today,
La chaîne d'événements s'installe comme un modèle reproductible. Un ordre, une mobilisation, un chantier, une adhésion, une identité nouvelle. Le point de départ était clair. Plus de 2 millions de déplacés internes, dont 60% sans accès à l'eau potable et moins de 15% disposant d'un abri stable. Cette baseline, brutale, résumait un pays tenu par l'urgence, plus que par la projection. Elle signifiait que chaque décision publique devait d'abord acheter du temps avant d'acheter de la stabilité. Today, le delta apparaît 6 mois après le lancement du projet. 12 000 foyers déjà construits, avec accès à l'électricité, au réseau d'eau et à une capacité d'accueil qui dépasse largement les standards habituels de reconstruction au Sahel. Ce passage du manque chronique à la matérialité tangible manifeste un basculement structurel. L'État ne répond plus, il initie. Ce chiffre, présenté comme un jalon intermédiaire, traduit une cadence rarement observée dans des contextes de post-crise. Les 72 mètres par unité, répartis en 3 pièces et équipés de toits ventilés et de panneaux solaires intégrés, marquent une standardisation maîtrisée. La logique est simple, produire vite mais produire durable, afin que chaque logement soit moins un refuge qu'un pivot de reconstruction sociale. L'explication découle directement du terrain. La fabrication locale, 90% de matériaux burkinabés, permet de réduire les délais, d'éviter les ruptures d'approvisionnement et de stabiliser le coût global. Matcac, cette standardisation montre que la ville de la Renaissance n'est pas un prototype improvisé, mais un modèle réplicable, pensé pour s'étendre à d'autres provinces. Parmi eux, la moitié occupée par d'anciens déplacés. Cette donnée, modeste sur le papier, décrit en réalité une mutation plus profonde. Les bénéficiaires se transforment en producteurs. Humtivei. Cette insertion rapide dans la chaîne productive crée un effet de retour immédiat. Les compétences acquises se redistribuent, se répliquent, se perfectionnent. Les anciens réfugiés deviennent maçons, conducteurs d'engins, charpentiers, opérateurs de maintenance solaire. Chaque métier appris réduit non seulement la vulnérabilité individuelle, mais aussi la dépendance structurelle de l'État aux opérateurs extérieurs. C'est ainsi qu'Ibrahim Traoré parle de « fortification civile », où la sécurité provient du travail plus que des armes. Ces infrastructures ne constituent pas un décor, mais un socle stabilisateur. La présence de services essentiels dans un périmètre réduit signifie que les nouveaux quartiers ne reproduisent pas la logique des camps. Ils fonctionnent comme des cellules autonomes, capables d'absorber, de former et de retenir leur population. Dangchuila, la chute de 21% de l'exode interne dans les régions concernées n'est pas présentée comme une victoire statistique, mais comme une conséquence mécanique. Quand un foyer trouve un toit, une école et une clinique, la nécessité de fuir disparaît. Cette réduction reflète une dynamique rarement observée sans financement extérieur. Les enquêtes locales montrent que 4% des nouveaux habitants participent à des activités communautaires. Ce chiffre, plus qualitatif que matériel, éclaire la dimension sociale du projet. Reconstruire des murs, c'est reconstruire un tissu. Les conseils de quartier, composés de femmes, de jeunes et d'anciens combattants, décident à main levée, et cette gouvernance locale rend les indicateurs plus robustes que dans les schémas d'aide classiques. Ainsi, la preuve quantitative ne valide pas seulement une stratégie. Elle décrit une inversion du rapport entre un État, son territoire et ses citoyens. Le premier argument critique, largement relayé dans certains cercles diplomatiques, affirme qu'un projet de cette ampleur réalisé sans supervision internationale risque de conduire à l'isolement, voire à une dérive autoritaire. Selon cette thèse, l'absence de bailleurs, de logos étrangers et de contrôles externes pourrait offrir au pouvoir central une marge d'action trop large, au détriment de la transparence habituelle des programmes humanitaires. Dans cette lecture, la vitesse de construction inquiète autant qu'elle impressionne. Ce qui se fait rapidement pourrait aussi se déployer sans contre-pouvoir clair. Matcac, un second argument se concentre sur la place de l'armée. Pour certains observateurs, une ville bâtie sous coordination militaire pourrait dissimuler une centralisation croissante, où les uniformes remplaceraient
peu à peu les institutions civiles. La mixité des équipes, soldats, ingénieurs, civils, est parfois interprétée non comme un symbole d'union, mais comme un signe de verticalité renforcée. Dans cette perspective, la ville de la Renaissance ne serait pas une expérience sociale, mais un levier politique risqué. Cependant, Kida loin Diemnaikagno, les faits issus du terrain dessinent un tableau plus nuancé. La gouvernance locale, créée pour encadrer le fonctionnement des nouveaux quartiers, repose sur un système inédit. Chaque secteur élit son conseil, avec des sièges réservés aux femmes et aux jeunes. Les décisions se prennent à main levée, non à huis clos. Cette transparence participative ne correspond pas aux craintes d'un pouvoir refermé sur lui-même. Elle décrit au contraire une redistribution du contrôle vers les habitants. Temmolakat soulève un autre élément de réponse. Le financement provient exclusivement de ressources nationales, auditées par la Cour des comptes du Burkina Faso. Aucun bailleur extérieur, aucun préconditionnel, aucune entité non élue ne structure le budget. La traçabilité financière, rare dans la région, sert ici de contrepoids naturel aux inquiétudes sur la centralisation. Ainsi, le Stillman ne rejette pas les critiques. Il les replace dans un cadre observable. Oui, un chantier piloté par l'État peut inquiéter. Mais les mécanismes de gouvernance locale, la transparence budgétaire et l'implication massive des habitants fournissent des éléments que les deux arguments initiaux ne parviennent pas totalement à intégrer. La bascule commence ici. Dans le vacarme maîtrisé du chantier, un fait jusque-là secondaire devient central. La ville de la Renaissance n'est plus seulement un espace construit pour les déplacés, mais un dispositif qui redistribue la manière dont l'État agit sur son territoire. Ketiep, une scène ordinaire révèle ce changement. Un ingénieur militaire explique à un groupe de jeunes comment poser une dalle en respectant les standards thermiques locaux. Le détail pourrait sembler banal. Pourtant, il résume une mutation profonde. L'expertise circule horizontalement, sans intermédiaire, sans consultants internationaux, sans permis d'attente. Son sang, des femmes élues au conseil de quartier, supervisent l'aménagement des puits et la répartition des matériaux. Elles vérifient sur les plans, organisent les équipes, réclament des ajustements, un rôle que peu d'observateurs auraient imaginé au cœur d'une zone jadis marquée par la violence. Ce déplacement du pouvoir vers des acteurs souvent invisibles redéfinit la dynamique sociale. La ville ne se contente pas d'abriter, elle redistribue l'autorité. Douagoknin, il apparaît que cette montée en autonomie locale est directement liée à la méthodologie voulue par Ibrahim Traoré. L'État impulse, mais les habitants décident. Cette articulation, fragile mais fonctionnelle, constitue le véritable midpoint du récit. Elle montre que la reconstruction n'est pas seulement un acte technique, c'est une manière de réécrire la place du citoyen. Dans Chuila, l'effet principal se mesure d'abord dans la relation entre l'État et sa population. Les institutions, longtemps perçues comme lointaines ou purement administratives, retrouvent une légitimité concrète grâce aux chantiers visibles, accessibles, vérifiables. Les fonctionnaires, ingénieurs et unités du génie travaillent ensemble sur un objectif unique: servir, non gérer. Cette cohérence interne crée une dynamique nouvelle. L'État n'apparaît plus comme une structure abstraite, mais comme un acteur opérationnel, capable d'agir rapidement. Dans cette mécanique, Ibrahim Traoré capitalise sur les résultats pour réorienter la notion de service public. Offrir un toit, une école, un puits devient une forme de gouvernance active. Today, le pays découvre qu'une politique peut se mesurer en murs, en emploi, en infrastructures, plutôt qu'en conférences. En conseil. Matkak, pour les entreprises nationales, la transformation est palpable. Les ateliers de briques, les petites fonderies publiques, les centrales solaires locales fonctionnent à plein régime. Les filières minières, habituées à exporter la majorité de leur production, allouent désormais une part aux chantiers nationaux, créant une boucle économique interne. Ketiep, les artisans, agronomes et ingénieurs collaborent de manière horizontale,
formant des chaînes de valeur courtes mais puissantes. Les chiffres du ministère de l'économie cités dans le récit source montrent une hausse des commandes locales, ce qui entraîne une réduction notable des importations de matériaux. L'économie ne s'étend pas brusquement, mais elle se densifie, s'ancre, résiste mieux aux chocs extérieurs. C'est une industrialisation discrète, mais réelle. Doigoknin, les conséquences les plus visibles se trouvent dans la vie quotidienne. Les familles qui vivaient sous bâche découvrent la stabilité, la propriété, la continuité. Les enfants, autrefois scolarisés par intermittence, apprennent désormais dans des classes construites par leurs parents. Un glissement symbolique immense. Les marchés revivent, les cérémonies communautaires reprennent, les métiers se multiplient. Le chômage des jeunes diminue dans les zones concernées, grâce aux formations techniques ouvertes aux anciens déplacés. Une phrase entendue sur place résume cette mutation. Nous ne sommes plus des assistés, nous sommes les premiers investisseurs de notre avenir. Ostici. Cette réappropriation du destin individuel forme la colonne vertébrale de la cohésion retrouvée. Sang-sang, l'impact déborde les frontières. Le Mali, le Niger, la Guinée observent l'expérience avec attention, dépêchant des délégations pour analyser la méthode. Financement national, logistique militaire, gouvernance locale. Dans certaines chancelleries européennes, cette haute autonomie dérange, car elle remet en question un modèle de développement basé sur la dépendance extérieure. Pourtant, les pays voisins voient dans l'expérience burkinabé une voie réaliste. Bâtir vite, localement, sans dette et sans tutelle. Dans ce cadre, la ville de la Renaissance devient non seulement un projet urbain, mais un précédent politique, capable de redéfinir le rôle des États sahéliens dans la région. Dans ce scénario, la ville de la Renaissance poursuit sa consolidation sans rupture majeure. Les 12 000 premières habitations deviennent la matrice d'un modèle reproductible, appliqué progressivement à 2 autres provinces. Le rythme se stabilise autour de 1000 nouveaux logements par trimestre, ce qui maintient la cadence sans épuiser les équipes locales. Kétiep, les audits techniques et sociaux, publiés tous les 6 mois, renforcent la confiance entre population et institutions, en confirmant la transparence requise par l'administration. Le pays avance, sans éclat, mais sans recul. Une stabilité prudente, disciplinée, fondée sur la méthodologie plus que sur la vitesse. Danchui là, si les alliés régionaux, Mali, Niger, approfondissent leur coopération, un corridor économique fondé sur la production locale de matériaux pourrait émerger. Dans cette hypothèse, l'Union africaine pourrait inscrire l'expérience burkinabé comme projet pilote de ses programmes urbains 2030, renforçant la légitimité du modèle. Son sang. La diaspora africaine, déjà très active en ligne, pourrait augmenter ses financements communautaires, créant un second flux de soutien indépendant des bailleurs classiques. L'effet serait double. Expansion de la ville d'origine et naissance de satellites urbains partageant la même logique, sobriété, autonomie, souveraineté. Dans cette perspective, le Burkina Faso deviendrait la matrice d'un urbanisme continental inédit. Doigoknin, le scénario pessimiste ne parle pas d'effondrement, mais de résistance sous contrainte. Des pressions extérieures, restrictions de crédit, sanctions informelles, campagnes médiatiques pourraient freiner l'élan. Les tensions de caisse interne y pourraient ressurgir si les ressources minières s'essoufflent ou si la coordination militaire faiblit. Cependant, même dans cette configuration, la ville de la Renaissance constituerait un amortisseur. Maisons, écoles, cliniques, réseaux locaux offriraient une infrastructure sociale capable d'absorber une partie du choc. La population, mieux formée et plus autonome, résisterait davantage à la fragmentation. Entre ces 3 horizons, une constante s'impose. La réussite durable dépend moins du béton que de la capacité à maintenir la participation communautaire. Si les conseils de quartier restent actifs, visibles, dotés de moyens réels, la mécanique pourra survivre au cycle politique. L'enjeu n'est donc pas de choisir un scénario, mais de préserver le cadre qui permet à chacun d'exister dans la reconstruction.
Le premier niveau d'impact concerne ceux qui observent l'expérience depuis une distance prudente. Citoyens sceptiques, jeunes urbains, travailleurs saisonniers. Pour eux, la ville de la Renaissance apparaît comme un test grandeur nature de ce qu'un État peut accomplir sans attendre de mandats extérieurs. Cette perception nourrit une curiosité nouvelle. Si une telle transformation est possible dans une zone marquée par l'instabilité, qu'est-ce qui empêche d'autres secteurs d'évoluer avec la même méthode? Danchui, là, ce questionnement ne relève pas d'un enthousiasme naïf, mais d'un réexamen du rôle du citoyen dans l'action publique. Matka, un deuxième groupe, les familles autrefois déplacées, réagit différemment. Pour elle, l'enjeu n'est pas géopolitique, mais intime, un toit, une école, un puits, un espace qui ne disparaîtra pas avec la saison sèche. La sécurité ne prend plus la forme d'un camp provisoire, mais d'un quartier où l'on peut repeindre, planter, discuter. C'est cette continuité du quotidien qui transforme leur rapport au futur. Doha Goknin, les jeunes sont informés sur les chantiers, constituent le troisième groupe concerné. Ils découvrent une filière professionnelle qui n'existait pas auparavant. Maçonnerie stabilisée, maintenance solaire, conduite d'engins, organisation logistique. Cette acquisition de compétences modifie leur trajectoire. Ils ne cherchent plus à partir, ils cherchent à construire. Ils deviennent les relais naturels de la méthode burkinabé. Enfin, les observateurs extérieurs, chercheurs, analystes, acteurs de coopération, perçoivent la ville de la Renaissance comme un laboratoire idéologique. L'expérience oblige à repenser les catégories habituelles. Aide, dépendance, stabilité, gouvernance. Ce n'est plus un récit humanitaire. C'est une question adressée au continent entier. Today, une évidence apparaît. L'impact réel se lit dans ce que chacun projette sur la ville. La première étape consiste à consolider les acquis. Les 12 000 habitations initiales doivent devenir un standard reproductible, vérifié, documenté, répliqué, sans perte de qualité. Tous les 6 mois, les audits techniques et sociaux sont rendus publics, garantissant la transparence voulue par Ibrahim Traoré. Cette visibilité empêche les dérives et fournit aux habitants une base de confiance stable. Ketiep, la deuxième étape, vise à étendre le maillage territorial. 2 zones supplémentaires, déjà identifiées dans le nord et l'est, seront confiées à des brigades locales formées par les équipes du génie civil. L'objectif est clair, décentraliser l'exécution, éviter la dépendance au centre, créer des noyaux autonomes capables de reproduire la méthode sans hiérarchie lourde. Cette multiplication des pôles garantit que la logique de la ville de la Renaissance ne reste pas isolée. Songsang, une troisième étape aborde la stabilisation productive. Le gouvernement prévoit d'intégrer la fabrication des briques et des panneaux solaires dans un écosystème public-privé mixte. Chaque région doit disposer de son unité d'approvisionnement afin de réduire les coûts logistiques et d'augmenter l'emploi local. Cette orientation donne une forme concrète à la souveraineté économique, produire ce que l'on consomme. Doha Goknin, la quatrième étape concerne l'ancrage de la participation citoyenne. Les conseils de quartier, déjà élus, doivent devenir des relais institutionnels. Médiation, formation, gestion des ressources, formulation des priorités. Cette gouvernance locale, visible et active, protège le projet des cycles politiques et renforce la cohésion interne. Enfin, la cinquième étape impose de mesurer l'impact. Un tableau de bord national suivra 6 indicateurs. Logement, éducation, santé, emploi, sécurité, cohésion sociale, non pour produire des chiffres bruts, mais pour mesurer l'effet réel sur la dignité. Car, comme le rappelle l'administration, construire des murs n'a de sens que si l'on reconstruit la confiance. Au moment où la caméra revient sur les visages croisés plus tôt, l'ancien agriculteur devenu maçon, la jeune veuve qui moulait ses briques, l'orphelin aux commandes de son bulldozer, la ville de la Renaissance apparaît sous un jour différent. Ce ne sont plus des silhouettes anonymes sur un chantier. Ce sont les gardiens silencieux d'un engagement collectif.
Leur quartier, autrefois simple alignement de briques rouges, résonne désormais de marchés improvisés, de discussions d'après-travail, de gestes appris et transmis. Matka. Chaque détail raconte un déplacement intime. La truelle tenue avec assurance, la pierre posée, droite. Comme un serment, le puits vérifié par les femmes du conseil, les enfants désignant leur maison sur la carte, comme si elle existait depuis toujours. Doigt Goknin, on comprend que la transformation la plus profonde n'a pas eu lieu dans les murs, mais dans la manière dont ses habitants se regardent eux-mêmes. C'est là que se lit la trajectoire voulue par Ibrahim Traoré, redonner au mot avenir une densité concrète, quotidienne, presque tranquille. Et la phrase d'un s'impose, précise, brève. Ils ont bâti pour ne plus disparaître. Today, la ville n'est plus un chantier mais une mémoire en construction. Un rappel que la dignité peut renaître à partir d'un geste répété 1000 fois dans la poussière du Sahel. Dans ce dernier regard, la ville de la Renaissance n'est plus seulement un projet d'infrastructure. Elle devient un symbole social qui dépasse ses murs. Les toits rouges alignés, les écoles actives, les marchés renaissants composent une forme de récit partagé où chacun reconnaît une part de son histoire. Matkak, cette expérience rappelle que la souveraineté n'est pas une posture abstraite, mais une pratique quotidienne. Mélanger le sable, assembler les briques, organiser les ateliers, décider ensemble. Ce geste collectif se transmet déjà, discret mais solide, comme un fil qui relie les mains des habitants aux ambitions d'un pays. Doigt Goknin, l'enjeu dépasse désormais les frontières administratives. Ce que le Burkina Faso a entrepris résonne dans d'autres régions du Sahel. Bâtir sans attendre, créer sans imiter, avancer sans permission. À ceux qui observent, cette ville offre moins une leçon qu'une invitation. Regardez comment une communauté peut reprendre le contrôle de son destin en posant simplement une première pierre. Et, au fond, la question demeure ouverte, essentielle. Qu'allons-nous faire, nous, de cette preuve que tout peut recommencer ?